Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir organisé ce webinaire. Donc, je suis Romain Garouste, je suis chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, donc qui est un grand établissement de l'État avec un statut universitaire. Voilà, donc malgré son nom et le fait que ce soit un muséum, c'est bien un établissement de l'enseignement supérieur où nous faisons de la recherche et de l'enseignement. Et nous avons en plus une tâche de conservation des collections d'histoire naturelle, des immenses collections d'histoire naturelle patrimoniales qui appartiennent à l'État et qui sont conservées depuis 300 ans au muséum. Moi, mon métier, c'est l'entomologie. J'étudie les insectes. J'étudie les insectes sous les angles de l'écologie et de l'évolution, c'est-à-dire que j'étudie aussi bien les insectes aujourd'hui, mais également ceux qui ont vécu dans le passé, soit proche, soit lointain de notre planète. Et vous allez voir que les insectes que j'ai choisis pour ce projet sont extrêmement intéressants et sont peut-être parmi les mieux connus au monde parce que nous avons une vision assez complète à la fois de, bien sûr, des organismes qui vivent aujourd'hui, mais également de ceux qui ont vécu et quelque part aussi donc de leur évolution à travers tout ce temps profond dont on va parler, on va dire rapidement. Les libellules que l'on appelle les odonates, l'ordre des odonates, ce sont des insectes qui sont aquatiques et qui sont, comme je vous l'ai dit, très anciens. Et donc, on a cette continuité d'informations qui permettent de bien comprendre leur évolution, mais aujourd'hui, elles sont en danger. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé mon propos sur pourquoi on doit protéger les libellules. Mais avant tout, bien entendu, avant d'en parler plus précisément, je tenais quand même à préciser ce qu'étaient les libellules, pourquoi justement elles sont si intéressantes et pourquoi on doit s'intéresser encore aujourd'hui, puisque ce sont des organismes aquatiques et que justement ils vont nous aider à protéger les milieux aquatiques qui sont en danger aujourd'hui, notamment les milieux aquatiques d'eau douce qui sont vraiment en danger sur l'ensemble des continents de notre planète. On peut commencer en fait la présentation par un communiqué de presse que je vais vous lire parce que finalement, à lui tout seul, il résume un peu le propos. Donc, il date d'un peu plus d'un an, hein, en décembre 2021. Voilà. Donc, c'était un communiqué de presse d'une organisation qui s'appelle l'UICN. L'UICN, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une ONG, donc une grosse association internationale, mais qui est assez particulière en cela. Elle regroupe de nombreuses autres associations ONG, mais surtout elle regroupe des États membres. Donc c'est vraiment une organisation internationale qui s'occupe de la conservation de la nature à l'échelle internationale et qui est une institution très sérieuse. Et on prend en compte je dirais, les centaines d'experts qui travaillent pour cette institution ou qui conseillent cette institution pour émettre des avis sur la conservation de la nature. Et les libellules sont une cible privilégiée de cet organisme et, je dirais, de l'ensemble des actions de conservation sur les milieux naturels, aquatiques, d'eau douce, sur notre planète. Et donc, cette institution a mis au point une sorte d'évaluation internationale sur les espèces, mais également sur les espaces naturels, qu'on appelle les listes rouges. Et ces listes rouges permettent de faire régulièrement l'état de conservation des espèces. Et donc, les libellules, c'est le seul groupe d'insectes, d'arthropodes, qui fait l'objet d'une évaluation, je dirais, complète sur l'ensemble des 6000 espèces connues. Alors, bien sûr, avec quand même quelques déficits de connaissances. On n'a pas des informations sur toutes les espèces ou des informations de qualité sur toutes les espèces. Mais en tout cas, cette évaluation a permis de démontrer que 16% des 6000 espèces, donc ça fait quand même un certain nombre, étaient en danger d'extinction. Et on connaît les causes, c'est vraiment la dégradation croissante de leurs sites, donc les eaux douces, ce sont les sites où ils se reproduisent, où les libellules se reproduisent. Donc la destruction des zones humides, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, au sens large, donc les lacs, les rivières, voilà, les fleuves aussi, les marécages, mais aussi toutes les zones où l'eau reste de manière temporaire, eh bien ce qu'on appelle donc des zones humides,
en fait, sont en déclin dans le monde entier. Et on sait que ce sont donc des indicateurs de la perte de ces habitats. Et une des raisons principales, c'est l'expansion de l'agriculture et l'urbanisation qui ne sont pas faites de manière durable un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe et bien sûr dans les autres pays. Donc à partir de là, le décor est planté. Euh, Moi, j'aime bien commencer par un peu quelques images. Donc c'est quelques images que j'ai tournées il y a quelques années. On est dans le massif des Morts, dans le sud de la France, et on voit quelques libellules. Ça dure une minute. Donc là, on voit un accouplement de demoiselles. Je vous expliquerai la différence entre demoiselles et libellules vraies, avec ce qu'on appelle le cœur copulatoire. On voit très bien la forme de cœur qui se forme avec le corps de ce couple de libellules. Le mâle est celui qui est le plus foncé, la femelle la plus claire. Et après, donc après l'accouplement, vous avez la ponte. Et la ponte, vous voyez, elle se fait dans l'eau. Donc voilà une libellule vraie, non plus une demoiselle, dont on voit son envol. Voilà, petite astuce pour voir le vol au ralenti, mais voilà. Après, on passe aux punaises, c'est un autre sujet. Pardon. Voilà. Petit clin d'œil aussi, actuellement, au Jardin des Plantes, nous avons des illuminations nocturnes. Et voici une libellule géante qui doit faire 2 mètres d'envergure, avec des enfants qui sont en train de visiter on va dire ce spectaculaire cette exposition spectaculaire, donc au Jardin des Plantes. Bon, ça c'est pour les Parisiens, le petit clin d'œil. Voilà, maintenant on peut continuer à rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, je vous ai mis quand même cette très jolie aussi image de la BBC où on voit vraiment au ralenti l'envol d'une libellule, une libellule vraie. Et donc, le vol des libellules fait partie de mes sujets de recherche. C'est pour ça que je vous en parlerai un petit peu. Mais je dirais que le mieux, c'est de le montrer. Alors, les libellules, elles font partie d'un immense groupe qui est celui des insectes. Vous connaissez le concept de biodiversité, on en parle tout le temps. Mais finalement, pour les insectes, on a défini un autre concept qui est celui de mégadiversité. Mégadiversité, c'est vraiment pour dire on a là une diversité hors norme, inhabituelle par rapport à ce que l'on connaît chez les autres organismes. Et donc, on parle de mégadiversité. Et donc, les libellules sont en fait une un petit groupe très ancien, donc qui apparaît, c'est ce qu'on appelle une phylogénie. Donc, les libellules, elles apparaissent en fait ici tout en haut. Donc voilà, les libellules ici apparaissent au début, puisque vous avez en fait le temps qui est représenté en haut. Et donc, chaque branche, en fait, apparaît vers la droite. Tout ce qui apparaît le plus tôt, donc, se fait plutôt vers la gauche, finalement. Et donc, vous voyez que les libellules apparaissent, en fait, dès le départ. Et vous voyez que vous avez un nombre de billions d'années, on est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'années avant aujourd'hui. Et donc, les libellules sont un des plus anciens groupes d'insectes. Et malgré tout, ils sont aujourd'hui représentés que par quelques milliers d'espèces. On peut dire que c'est une sorte de diversité relictuelle, c'est-à-dire qu'on suppose que auparavant, dans les périodes comme le Carbonifère, à l'ère primaire, ces insectes étaient encore plus répandus. Donc, qu'est-ce qu'une libellule? Alors oui, je continue à vous montrer un peu cette évolution. Ça fait partie
également de mes sujets de recherche, donc essayer de comprendre l'évolution des insectes et l'évolution des libellules. Donc là, vous voyez que dans cette période qu'on appelle le Carbonifère, c'est l'ère primaire, en fait, les premiers insectes apparaissent il y a plus de 350 millions d'années, et les libellules font partie de ces premiers insectes. Et on a une concomitance, enfin vraiment une concordance entre les premiers arbres, donc vraiment l'élévation de la végétation. Il faut imaginer qu'avant le Dévonien, en fait, la végétation était plutôt basse, avec des mousses, avec des choses comme des petites fougères qui commençaient à peine à, je dirais, à conquérir l'espace aérien. Et finalement, c'est l'évolution de cette végétation qui a été suivie de l'évolution des insectes avec l'apparition du vol. Les libellules font partie des premiers animaux volants au monde. Et donc, on va dire, les libellules volent sur notre planète depuis 300 millions d'années et sont les premiers animaux volants. C'est vraiment les premiers conquérants de l'espace aérien. Passer sur cet aspect évolution une dernière fois pour vous montrer qu'il y a eu, pendant l'évolution, dans cet arbre phylogénétique des insectes, des groupes qui sont aujourd'hui disparus. Et pour cette période de l'ère primaire, une des choses les plus remarquables, également chez les libellules par ailleurs, eh bien, c'était l'apparition d'une troisième paire d'ailes sur le thorax, en fait. Vous savez que les insectes ont trois paires d'appendices, trois paires de pattes, et aujourd'hui que deux paires d'ailes. Eh bien, dans ces organismes, il y avait une troisième paire d'ailes, et ces organismes sont aujourd'hui disparus. En voilà on va dire, une première forme très primitive de libellule qui avait cette troisième paire d'ailes. Donc, vous voyez, ces petites ailes prothoraciques, donc sur vraiment le premier segment du thorax, qui devaient donc participer également au vol et qui sont, en tout cas, une forme qui est aujourd'hui disparue. Par contre, on peut bien entendu parler de ce gigantisme qu'il y avait au Paléozoïque, c'est-à-dire que ces premières libellules avaient, pour certaines d'entre elles, une taille très importante puisqu'elles pouvaient atteindre jusqu'à 70 cm d'envergure. Donc là, vous voyez une représentation par rapport à un corps humain. D'un côté, vous avez donc un schéma de cette libellule qui fait environ 71 cm d'envergure, donc une méganeuridée, avec au-dessus, on lui a donné une couleur rouge pour qu'elle se distingue dans on va dire dans cette reconstitution, mais donc avec un modèle qui a été fait en 3D pour montrer justement cette taille importante quand nous faisons de l'enseignement ou lors d'expositions. Et vous avez à la droite de cette silhouette, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même, on a toujours aujourd'hui des formes d'insectes qui sont de grande taille. Vous avez donc un longicorne, on appelle un longicorne, un cerambycidé, vous voyez, de grande taille, qui fait presque 20 cm. Vous avez des punaises qui sont de très grande taille. Vous avez la plus grande libellule actuelle qui fait environ 20 cm de diamètre. Et vous avez en dessous, donc vous avez un phase, vous voyez, ce qu'on appelle un stick insect, une sorte d'insecte qui ressemble à un bâton à 6 pattes, pour bien imiter les branchages. En fait, vous avez des formes qui vivent dans les pays tropicaux, comme à Bornéo, des formes de phasmes qui peuvent faire jusqu'à 50 cm de long. Et vous voyez que la taille du corps, si vous regardez bien un peu le diamètre du corps ici et celui de la libellule géante, vous voyez que vous avez un corps qui est à peu près, on va dire, du même ordre de grandeur. Voilà, en fait, le corps de ces libellules géantes n'était pas un corps aussi trapu, aussi, on va dire, costaud que les libellules que l'on a aujourd'hui, qui ont un corps trapu avec des muscles, on va dire, plus développés pour avoir un vol beaucoup plus performant que ce que l'on pense par rapport à ces insectes du passé qui devaient être probablement de très bons planeurs, mais pas de très bons, on va dire, volateurs, avec un vol battu probablement relativement lent. Donc voilà, en gros, à quoi pouvaient ressembler ces organismes. Donc, vous imaginez une libellule de 70 cm d'envergure qui se pose sur votre épaule pendant une promenade au bord d'un marais. Voilà, ça devait faire quand même son petit effet. Et puis on sent aussi, on peut aussi penser au bruit, donc au vrombissement que ces insectes pouvaient faire en volant. Alors,
Ce qui est très important, c'est de parler du rôle des libellules dans les écosystèmes. Donc, j'en profite de cette vue. Donc, c'est une reconstitution 3D, hein, qui a été fait dans le cadre d'un film dont je vous parlerai. Le rôle dans les écosystèmes, il est très important parce que finalement, les libellules, vous l'avez compris, ont deux phases de vie. Une vie larvaire, donc la larve se développe dans les milieux aquatiques, et l'adulte vole et donc contribue en fait aux écosystèmes terrestres. Et dans tous les cas, larves et adultes sont des prédateurs, donc ce sont des prédateurs d'insectes, mais également de tout type de proies qui sont, je dirais, en dessous de leur propre taille. Et de ce fait, vous voyez que déjà, il y a 300 millions d'années, les libellules étaient déjà dotées d'une... Bon, les mandibules, on les voit pas bien parce qu'elles sont un peu en position ventrale, mais vous voyez, ces gros yeux qui permettent d'avoir vraiment une très bonne vue pour pouvoir chasser des proies, notamment en vol, mais également, quand on les attrape, des pattes quand même assez robustes et avec des épines qui permettent de maintenir leur proie pour la dévorer. Et donc, d'ailleurs, l'ordre des odonats tient son nom en fait du latin odonto, qui veut dire dent, mâchoire finalement, parce qu'en fait, ce sont vraiment des mandibules qui sont vraiment de très belles mâchoires et qui permettent de dévorer leur proie efficacement. Et un des rôles prépondérants de ces organismes dans les milieux aquatiques, donc des larves, c'est de se nourrir de larves de moustiques notamment. Ils peuvent être aussi prédateurs de petits poissons, également de petites grenouilles, et bien entendu donc les organismes aériens pour les libellules qui chassent en vol. Je voulais vous montrer donc à quoi ressemble en gros un fossile que l'on étudie ici du Trias, donc c'est juste un peu après l'ère primaire. Eh bien, vous voyez, donc ce sont dans des sédiments, on trouve des ailes imprimées comme ça, compressées en fait dans des sédiments qui proviennent de lacs et de rivières, et on a des formes tout à fait inhabituelles. Vous voyez là, on appelle un triadophlébomorphe, avec cette aile très particulière, très longue. Mais voilà, c'est juste à titre d'exemple. Alors, on va rentrer dans, on va dire, la description des libellules aujourd'hui. Donc, on les sépare, je vous l'ai dit un peu en préambule, en deux parties, les zygoptères, qui sont les demoiselles, donc ces petites libellules très fines, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous trouverez, je vous donnerai des documents, l'accès à l'information pour voir tout cela en détail avec vos enseignants. Et simplement pour vous montrer qu'on peut facilement, d'un simple coup d'œil, séparer donc ces petites demoiselles des libellules vraies, qu'on appelle aussi les anisoptères. Bon, vous verrez que les noms changent un petit peu la systématique, donc le classement des organismes est une science qui est très dynamique et donc on est sans cesse en train de changer les noms parce qu'on est en train de mieux comprendre en fait les relations de parenté entre les organismes, donc sorte d'arbre généalogique du vivant, et donc de ce fait on est apte à renommer le nom de ces groupes d'organismes pour que ce soit plus proche en fait du vivant que de notre propre perception. Vous voyez, on essaie de se caler beaucoup plus sur le réel du vivant, de ce que l'on en connaît, que de notre façon, nous, de classer, qui des fois provient de, on va dire, un peu de l'ancien temps. Voilà. Donc, faites attention à ces noms qui peuvent changer, mais qui souvent n'ont pas le même périmètre, n'ont pas la même signification. Il y a des organismes qui sont plus ou moins inclus dans ces groupes. En tout cas, donc deux grands groupes, des petites libellules plutôt de petite taille, avec des ailes très graciles, très fines, avec un corps très fin. Et une des caractéristiques principales, c'est les yeux qui sont séparés. Et donc ces grosses libellules que l'on connaît tous, avec donc des gros yeux, des grosses ailes, un vol très rapide. Et tout le monde a dû plus ou moins voir au bord d'un lac, d'une rivière, d'un marais, ces deux types d'organismes. Alors nous, en France, on a un nom générique pour les deux, qui sont les libellules. Alors par exemple, les Anglais, en Angleterre, vous avez deux noms différents. Vous avez les damselflies pour les demoiselles. Donc c'est vraiment un nom vernaculaire bien implanté, hein, et les dragonflies pour les libellules vraies.
Donc voilà, vous avez vraiment deux noms très différents en anglais qui correspondent très bien à cette partition, on va dire, systématique. Alors le stade important, vous l'avez compris, pour l'écologie de ces organismes, ce sont les larves. Donc les larves, eh bien en fait, elles ressemblent à des petits adultes sans ailes. Donc les œufs sont pondus soit dans la végétation, soit dans l'eau. Et donc une petite larve éclot et elle va passer par plusieurs stades, entre 6 et 8, pour arriver à l'adulte au cours d'une métamorphose. Donc là aussi, on arrive à distinguer les deux grands types de libellules par leurs larves, donc les zygoptères avec des petites larves graciles avec des branchies, euh, disons, au bout de l'abdomen. Et puis chez les anisoptères, ben, des larves un peu plus grosses et certaines même un petit peu plus trapues, qui n'en sont pas, enfin qui sont toutes les deux, on va dire, de voraces prédateurs. Alors le développement, je vous l'ai dit, ça passe par un stade œuf, une petite larve en sort, puis une plus grande, puis cette larve va sortir pour la métamorphose donc imaginale, et puis mâle et femelle vont se rencontrer et pour donc la reproduction, et la femelle va pondre ses œufs dans l'eau ou dans la végétation, et souvent même l'idéal c'est de pouvoir pondre dans des végétaux qui sont dans l'eau. Donc pour ça, ces insectes sont dotés d'adaptation pour pouvoir faire cette reproduction liée au milieu aquatique. Donc, je vous avais vu tout à l'heure dans le petit film le cœur copulatoire. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, le mâle attrape la femelle derrière la tête. Le mâle, on le reconnaît avec cette tache rouge sur le bout de l'abdomen. Et en fait, le mâle, préalablement, il a déposé ses spermatozoïdes qui sont pas au bout de l'abdomen, parce que là, ça serait un peu compliqué. Donc, le mâle a une adaptation ici sur le début de l'abdomen, en fait, où il va déposer ses spermatozoïdes dans un réceptacle adapté à cela. Et c'est la femelle qui va aller chercher ces spermatozoïdes avec son abdomen recourbé et qui va atteindre comme ça, ici, le bout de l'abdomen, pardon, le début de l'abdomen du mâle et donc féconder ainsi ses œufs pour la reproduction. Donc, l'ensemble fait un cœur et on appelait ça le cœur copulatoire pour vraiment désigner cette façon de se reproduire chez les libellules. Donc voilà, différence mâle-femelle. Elles sont à vue pas forcément faciles à reconnaître parce qu'il faut qu'on aille voir justement ces pièces copulatrices chez les mâles qui sont, on les voit, hein, on les voit à l'œil nu, on les voit avec une petite loupe des fois pour les toutes petites espèces. Et puis chez les femelles, donc vous avez un organe de ponte donc qui leur permet d'insérer les œufs dans la végétation. Donc la plupart des observations aujourd'hui sur le libellule se font avec des jumelles ou se font sur photo, mais quelquefois c'est un petit peu compliqué d'aller très loin dans la détermination même du sexe et surtout même des espèces. Il y a des espèces très proches qui sont difficiles à distinguer sans un examen un peu précis des pièces génitales, par exemple, ou en tout cas de détails sur le corps. Voilà. En gros, voilà comment on arrive à distinguer des espèces. Et donc, c'est un document que je vous fournirai, qui a été fait par la Société nationale de protection de la nature, pour essayer de bien comprendre toutes les espèces qui vivent, par exemple, en Île-de-France. Donc ça, c'est un document que je vous transmettrai. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a donc aujourd'hui 6000 espèces décrites dans le monde, mais on sait que de nouvelles sont encore à décrire, à découvrir. En Europe, finalement, on a une protection qui est à la fois forte parce qu'on a des espèces protégées, mais finalement, elle ne protège que peu d'espèces. Et donc, toutes ces espèces sont en déclin. Et donc, il était évident que pour un projet qui étudie les milieux aquatiques, les libellules devraient être un peu un des projets phares pour un projet qui allie sport et sciences liés au milieu aquatique. Et finalement, donc notre but, c'est vraiment d'aller chercher de l'information sur ces libellules tout au long du parcours et d'essayer de documenter justement quelles pouvaient être les atteintes, mais aussi quels pouvaient être les succès, parce que finalement, en Europe, on a conscience de ces atteintes sur les milieux
et il y a des efforts énormes qui sont faits sur le milieu aquatique pour préserver la ressource en eau, mais également pour préserver, j'ai envie de dire, les milieux pour eux-mêmes par rapport à leur diversité. Et vous savez qu'actuellement, il y a une perte globale, disparition globale des insectes volants notamment en Europe. On estime à 70% de la biomasse. Alors, la biomasse, c'est l'ensemble, en fait, je dirais, des animaux que l'on compte et que l'on pèse. Donc, heureusement, nous n'avons pas vraiment de disparition d'espèces encore en Europe, mais on a 70%, on dirait, du volume de tous les insectes qui sont en train de disparaître. En tout cas, on l'a documenté actuellement. Alors, je vais effectivement pas détailler les critères UICN, on a déjà parlé du UICN, mais qui permettent justement de classer un petit peu cela. Et nous allons aller sur le parcours, essayer d'évaluer justement cette diversité de libellules et voir comment celle-ci se distribue par rapport donc, aux atteintes, par rapport à la naturalité des milieux naturels qui vont être traversés. Donc, vous voyez que la diversité des libellules en Europe, elle est finalement relativement importante. On a 143 espèces et on a une diversité locale. Donc, vous avez chaque point, ça correspond environ à un point de 50 km par 50 km. Et on a dans ces espaces-là une diversité qui peut atteindre 70 à 65 espèces. Voilà. En France, on a 100 espèces de libellules quand même. Donc, le vol des libellules, donc pour nous, constitue un sujet d'étude, et justement, il va faire partie des choses que nous allons documenter lors de missions d'accompagnement donc du parcours. Nous allons aller filmer des libellules avec des caméras haute vitesse, donc qui nous permettent d'étudier les caractéristiques vraiment mécaniques des ailes de libellules. Alors, vous allez dire finalement à quoi ça sert? Eh bien, mine de rien, les libellules font partie des organismes les plus étudiés pour le vol, parce qu'on est persuadé que leurs capacités de vol, qui sont exceptionnelles, vont pouvoir nous aider à mieux comprendre, je dirais, les applications que l'on pourrait faire à partir donc de ce vol des insectes, comme les libellules, pour des applications. Ça peut aller bien sûr, en général, du civil pour faire des drones, du transport, du déplacement, mais également pour des applications militaires, donc des drones de surveillance, des choses comme ça. Et finalement, le vol battu est bien plus intéressant que je dirais que le système d'un hélicoptère, donc des hélices, qui est beaucoup plus complexe pour pouvoir manœuvrer et se déplacer. Donc, vous voyez, je finis donc par des éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre les libellules et surtout de les déterminer. Donc, sur cette diapositive de fin, je vous invite donc à aller vous renseigner sur ces ouvrages. J'ai un doute sur le premier, sur la gauche, qui est probablement en rupture. Je ne sais pas s'il sera réédité, mais en tout cas, vient de sortir ou récemment un guide photo des libellules d'Europe. Et moi, je me sers, je dirais, parce que finalement, je le dis, certaines sont un peu compliquées à déterminer, donc je me sers, moi, de ce cahier d'identification qui est aux éditions Biotope, qui est un petit livret, très bien fait, et qui permet de déterminer toutes les libellules de France et d'Europe, en tout cas. Concernant la Pologne, malheureusement, on a des espèces qui sont un petit peu plus, on va dire, à l'est de l'Europe, et il n'y a pas de documents en français ou en anglais sur le libellule de Pologne, mais on va se renseigner, on fournira toutes les informations sur les espèces. Voilà. Et sinon, je vous cite trois sites. Donc, une association qui s'appelle l'OPI qui publie un atlas des odonates. Vous avez sinon le site du muséum qui s'appelle l'INPN, où vous avez l'ensemble des informations sur les espèces, les informations en tout cas qui sont répertoriées sur l'ensemble des espèces en France. Et vous avez à l'échelle mondiale un autre site qui s'appelle le GBIF, qui va reprendre, lui, toutes les données de biodiversité répertoriées dans le monde entier. Et vous pouvez, pour chaque espèce, vous pouvez avoir des cartes
dans le monde de leur répartition. En se basant par exemple sur la localisation à Compiègne, donc Compiègne est très intéressant. Enfin, la région de Compiègne est intéressante parce que donc on a notamment donc le cours de l'Oise. Donc l'Oise est sur une partie de son cours une rivière qui fait de grands méandres et dans lequel il y a beaucoup de sédiments, beaucoup de marais, etc. Il y a encore des zones naturelles. Il y a des forêts attenantes aussi. Donc je dirais que là, on a des biotopes qui sont très favorables aux libellules. Et je pense que sur le parcours de Christophe, qui va bien descendre le cours de l'Oise sur une partie, c'est ça, hein? Oui, oui. Donc, il va pouvoir traverser un certain nombre de milieux différents. Il y a aussi pas mal d'exploitations, comme des gravières, sablières, etc. D'ailleurs, juste un mot à ce sujet. C'est dans cette région que l'on a trouvé, dans ces fameux sables de l'Oise, dans les sablières, on a trouvé en fait un des gisements les plus importants d'ambre. Les milieux naturels autour de Compiègne sont très intéressants. Donc, on peut imaginer qu'au cours de sorties scolaires, les élèves, même avec avec un téléphone portable, mais si possible avec quelque chose de peut-être un peu plus sophistiqué, mais pas beaucoup. Peut-être un petit téléobjectif, des choses comme ça. Les élèves et leurs enseignants peuvent faire des images, si possible à un endroit où on puisse, enfin, je veux dire, un peu au même endroit, par exemple, à plusieurs périodes de la saison, enfin des saisons, je veux dire, et revenir plusieurs fois à un même endroit pour pouvoir voir un petit peu le changement des populations de libellules qui peuvent se trouver en un lieu. Donc, au bord des cours d'eau, au bord de toutes les zones humides, mais également dans les forêts proches, puisque beaucoup de libellules, finalement, vont quitter la proximité des milieux aquatiques pour aller se nourrir, et puis même certaines vont migrer. Il y a des grandes migrations chez les libellules, hein, même intercontinentales, euh, pour, je dirais, aller trouver des nouveaux milieux à coloniser. Donc voilà, donc il y a vraiment une diffusion comme ça des libellules, sont des organismes volants qui justement ont colonisé la planète grâce à leur capacité de diffusion. Donc les élèves peuvent, pour la plupart des espèces, notamment grâce par exemple à ce guide photo, essayer de les reconnaître les espèces ou reconnaître au moins déjà à un niveau, je dirais, taxonomique le plus proche de l'espèce. Et moi, je pourrais intervenir pour les aider à finaliser leur détermination. Alors, ce que je propose, c'est que Christophe Gruot, qui est le sportif de l'expédition, explique peut-être sa vision sur le parcours et peut-être lui a déjà vu des libellules autour de Compiègne. Alors, je vois surtout des oiseaux, moi de mon côté, parce qu'évidemment, c'est plutôt gros. Des libellules, il y en a, mais c'est surtout des demoiselles que je vois en général sur Compiègne. Des libellules, donc avec les yeux resserrés, non, ça, j'en vois pas beaucoup. C'est surtout des demoiselles que je vois. Voilà. Et sur le parcours, j'arrive, moi, par le canal latéral de la Loire, c'est-à-dire par Longueuil-Annel. Et après ça, je rejoins l'Oise à la connexion entre l'Oise et l'Aisne. Et après ça, je continue depuis Compiègne jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine, c'est-à-dire à peu près une centaine de kilomètres. Précisément, il doit en avoir 98. Et là, je serai en effet que sur l'Oise. Voilà. Après ça, en effet, les libellules, il faut que je sois assez proche des berges, puisque en général, je les croise rarement au milieu de l'eau. Par contre, les oiseaux au milieu de l'eau, oui, là, j'en croise beaucoup. C'est vraiment une autoroute à oiseaux. Qu'est-ce qui vous intéresserait de la part des élèves de peut-être d'identifier une ou deux quand ils en voient, parce que ça doit être quand même, c'est pas évident d'aller trouver des libellules comme ça, c'est pas parce qu'on sort dans la nature qu'on en voit, mais qu'est-ce qui vous intéresse qu'il remonte? Finalement, donc, c'est identifier avec les enseignants et les élèves, leur classe, donc une ou plusieurs zones où ils iraient régulièrement au cours de l'année. En fait, les libellules, elles commencent à émerger dès mars-avril. Voilà. Plus, il y a aussi des espèces qui passent l'hiver, qui, par exemple, justement en forêt, comme j'expliquais tout à l'heure, et qui peuvent revenir justement pour le moment de la reproduction ou de l'émergence pour justement pour cette période de reproduction.
Combien de temps dure la grossesse des libellules? Bonjour. Alors, il n'y a pas de grossesse chez les libellules. Hein. Grossesse, c'est un terme qui est uniquement lié aux humains. Les libellules, effectivement, je vous ai expliqué, il y a donc une reproduction, effectivement, et il y a donc des œufs, une reproduction et un développement par l'intermédiaire d'un stade œuf. Et les œufs peuvent aussi bien rester dans la femelle une fois qu'ils ont été fécondés quelques semaines à quelques mois, mais le développement ne s'effectue pas à l'intérieur du corps, mais s'effectue dans l'œuf. Donc, une fois que l'œuf est pondu, le développement de la petite larve de libellule va se faire et donc il se fait dans l'eau. Donc, il n'y a pas de grossesse à proprement dit. Mais ce développement, il peut très bien, selon les espèces, durer quelques semaines, mais vous avez aussi des espèces qui vont pondre en fin d'été, par exemple, et tout l'hiver, en fait, l'œuf va attendre le bon moment, notamment le début du printemps, pour se développer. Voilà. Donc, vous voyez que la réponse est assez large, mais surtout, attention au terme grossesse, il n'est pas approprié. Pourquoi les libellules, elles ont plusieurs couleurs? Quand vous dites plusieurs couleurs, vous voulez dire pourquoi il y a des espèces qui ont des couleurs différentes ou pourquoi elles-mêmes, elles ont plusieurs couleurs sur le corps? Sur le corps. Ok. Bon, pourquoi vous avez des espèces qui sont on va dire grises, vertes et bleues ou rouges, enfin voilà. Alors, en fait, les couleurs chez les insectes, chez les animaux en général, servent à deux choses. Servent à communiquer et elles servent aussi à se camoufler. Donc, vous verrez qu'il y a des libellules qui ont des colorations qu'on dit plutôt de camouflage. Donc, ça veut dire que souvent à base de vert, de gris et de vert, et quelquefois un peu de brun. Pourquoi le brun? Alors, le gris et le vert, c'est évident par rapport à la végétation. Le brun, il est un peu moins, mais finalement, comme vous avez beaucoup de milieux herbacés qui deviennent justement jaunes, enfin, voilà, bruns, ocre en fin d'été, eh bien, ces libellules passent encore plus inaperçues dans ces milieux-là, dans ces milieux herbacés qui sont proches justement des milieux aquatiques. Et pour celles qui sont justement de couleur plutôt rouge, donc couleur plutôt voyante, eh bien c'est plutôt une stratégie de communication pour pouvoir communiquer à la fois avec ses congénères, donc pour pouvoir, le mâle souvent est beaucoup plus coloré que la femelle chez les libellules, chez toutes les libellules, et ou en tout cas au moins équivalent. Mais quand vous avez on va dire un individu coloré, c'est souvent un mâle. Eh bien, en fait, c'est une manière de pouvoir communiquer avec les femelles pour leur dire « et je suis là, voilà, et je suis prêt à me reproduire avec toi ». Bonjour. Combien de temps elles vivent les libellules? Alors, oui, c'est une bonne question, effectivement. En fait, les libellules vivent environ une année, mais on a des espèces qui sont capables de vivre probablement 2 ou 3 ans. On ne sait pas trop vraiment, mais en général, le cycle se fait sur une année, voire moins d'une année. C'est-à-dire que il y a donc une émergence, donc les petits œufs qui émergent, on va dire au début du printemps ou à la fin de l'hiver. Vous avez un adulte qui va sortir quelques semaines après, et l'adulte va se reproduire une fois, peut-être 2 fois, atteindre et jusqu'à la fin des beaux jours, et puis au début de l'hiver, à la fin de l'automne, en fait, mâles et femelles vont mourir, vont disparaître. Après, bien sûr, ça s'être reproduit. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des espèces qui vont être capables de migrer, qui vont être capables de se déplacer pour justement quitter, en tout cas pour l'Europe, quitter les zones un peu plus défavorables, froides, pour atteindre des zones un peu plus chaudes et pouvoir continuer à se reproduire. Et on pense que celles-ci peuvent atteindre environ 2 ans ou 1 an et demi. Juste une petite question. Une portée de libellule, ça fait combien d'œufs? Les œufs libellules sont de très petits œufs et donc les femelles sont capables de pondre des centaines d'œufs. Bonjour. Je voulais demander, est-ce que les libellules peuvent avoir une approche peut-être dangereuse si elles se sentent en danger, si elles piquent comme les moustiques, peut-être? Alors,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les libellules, ce sont des prédateurs, mais ce sont des prédateurs qui sont dotés de mandibules effectivement un peu, on va dire, bien dentées. Hein. Donc c'est le nom des odonates, hein, ça vient de ce nom-là, des mandibules avec des dents. Mais par contre, donc du coup, elles ne peuvent pas piquer, elles peuvent simplement mordre. Donc une grosse libellule que vous prenez dans les mains, elle peut mordre. Mais voilà, vous avez voilà, quand vous voyez un humain, vous voyez une libellule, vous voyez la différence de taille, vous pouvez imaginer que bah, elle a des petites mandibules, vous avez des gros doigts, vous avez absolument rien à craindre, même de la plus grosse des libellules. Par contre, elle va vous pincer avec ses mandibules, mais voilà. Donc vous avez rien à craindre. Et effectivement, comme tous les prédateurs et comme tous les insectes, ils essayent de se défendre avec les armes qu'ils ont. Et pour les libellules, ce sont les mandibules. J'en profite juste. Il y a des libellules qui se mangent? Ben, en fait, oui. C'est-à-dire qu'en Asie du Sud-Est, comme beaucoup d'insectes, notamment les insectes aquatiques, en fait, ils mangent larves et adultes. Et ce ne sont pas des espèces particulières, donc ça veut dire qu'en fait, la plupart des espèces que l'on a en France pourraient être comestibles, oui. Il y a des exemples en Europe. On a vu Christophe Lavelle sur notre webinaire. Est-ce qu'il y a des exemples en Europe où les libellules sont utilisées dans la cuisine? En Europe? Oui. Non, pas à ma connaissance. C'est plutôt en Asie du Sud-Est. Il y a d'autres exemples on va dire, d'insectes aquatiques qui sont mangés en Europe. Et justement, ça faisait partie d'ailleurs d'une question qu'on s'était posée ensemble. Et peut-être qu'on va essayer justement de documenter ce type de questions tout le long du parcours. C'est-à-dire qu'on va essayer de poser s'il y a, on sait qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a, et c'est pareil pour en France, je dirais qu'aujourd'hui, on ne récolte plus les insectes ou les larves d'insectes comme ce qu'on appelait la manne sur donc le cours du Rhône, donc qui étaient des insectes aquatiques qui étaient mangés régulièrement, donc ce qu'on appelait vraiment la manne. Et on voudrait savoir s'il y a eu, on va dire dans les temps anciens, historiquement, de l'entomophagie, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur le long des zones humides européennes. Et en cela, le projet est vraiment un excellent vecteur pour pouvoir se poser ces questions, et notamment avec l'adjonction, enfin avec on va dire la conjonction des points d'intérêt, mes points d'intérêt et ceux de Christophe. Je pense que la classe a peut-être une question. Bonjour. Est-ce que les libellules se déplacent souvent en troupe ou tout seul? Alors c'est une question intéressante parce que finalement, non, les libellules se déplacent essentiellement bien sûr seules, en couple ou en groupe, par contre, finalement, la question. En groupe. En groupe? En groupe, ok. En fait, quand certaines ont un comportement migratoire, c'est-à-dire qu'elles vont se déplacer, justement, elles le font en groupe. C'est-à-dire, alors en groupe, pas forcément des gros groupes, hein, c'est pas des nuages, comme d'autres insectes ou d'autres animaux, mais elles vont le faire en groupe plus ou moins lâche. C'est-à-dire vous allez de temps en temps tomber sur des nuages comme ça de migratoires. C'est-à-dire que vous allez au bord d'un lac, au bord d'une rivière, et vous allez voir beaucoup de libellules, souvent de la même espèce, qui vont être sur les arbres ou sur la végétation. Vous allez avoir plusieurs par brin d'herbe, etc. Et là, vous êtes on va dire, dans un nuage migratoire, mais c'est pas un nuage que vous voyez passer comme un groupe d'oiseaux migrateurs, mais c'est quelque chose qui se fait de manière un peu plus lâche. Oui, ils peuvent se déplacer en groupe, mais ce n'est que dans certains cas de déplacement migratoire chez certaines espèces. Les libellules, quelle est la vitesse maximale? Alors oui, Christophe, c'est une bonne question. C'est une question qu'on est en train justement d'étudier et qui fait partie justement des caractéristiques des libellules. C'est-à-dire, à la fois, elles sont manœuvrantes, c'est le terme qu'on utilise en aéronautique, hein, la manœuvrabilité on va dire des objets volants ou des organismes. Et effectivement, elles sont capables de vitesse de pointe de 40 à 50 km/h, ce qui paraît, alors, bien sûr, réel, hein, pas relative, parce que il y a deux manières de calculer la vitesse chez les organismes. Il y a la vitesse réelle, et puis il y a la vitesse relative, où on prend en compte en fait la taille de l'organisme.
Et souvent, on voit des fois dans la presse, justement, on parle des insectes qui vont à 2000 km/h, etc. C'est une façon, à mon avis, un peu faussée d'évaluer la vitesse, parce que c'est lié à la taille du corps. Mais non, les libellules vont en 40-50 km/h, mais c'est déjà beaucoup par rapport à leur taille, notamment. Je me déplacerai à 8 km/h, à mon avis. Je vais me faire doubler. Oui, mais justement, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure quand tu disais que tu voyais pas beaucoup de libellules vraies. En fait, elles te voient et je pense qu'elles viennent même, tu verras ou tu vas voir, elles vont venir te voir. C'est-à-dire, comme elles sont tellement manœuvrantes qu'elles sont capables de faire du vol sur place aussi. Ça fait partie de leur manœuvrabilité, justement. Et elles vont venir te voir. Peut-être, il y en a certaines qui viendront se positionner en face de toi, te regarder pour se dire, tiens, c'est quoi ça? Est-ce que je peux me poser sur lui? Est-ce que si je me pose sur lui, je vais voir, est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Est-ce que je vais voir plus de proies si je me poste sur cet étrange objet ramant? Et voilà. Donc ça, tu en verras, c'est certain. Après, c'est une question de période. Donc au printemps, mai, juin, c'est vraiment la période où les libellules volent pas mal. Et donc, tu vas en voir. Ou tu en verras aussi qui traversent un cours d'eau ou comme ça, d'un coup, comme un petit hélicoptère rapide et déterminé. Et non, tu en verras. Et effectivement, les petites demoiselles, on les voit plutôt voltant autour de la végétation, dans les endroits plutôt calmes. Et les autres libellules, il y a celles qui passent à 50 km/h devant toi que finalement, tu ne vois peut-être pas. Bon, ça marche. Merci. Aux élèves, si vous pouvez lever la main, combien d'entre vous ont déjà vu des libellules? On l'a déjà fait tout à l'heure. Donc, c'est la majorité quand même. Qui sont les prédateurs des libellules? Ouais, très bonne question aussi. Effectivement, donc les libellules sont à la fois, c'est même quelque chose dont je n'ai pas parlé et donc ça me permet de l'évoquer ici. C'est effectivement l'importance des libellules dans les écosystèmes. Ce n'est pas seulement ce qu'elles mangent, mais c'est effectivement à qui elles vont servir le dîner. Donc, les libellules sont des insectes volants ou des insectes aquatiques et donc vont servir de nourriture dans l'eau aux poissons, aux oiseaux aquatiques, etc., aux reptiles, aux amphibiens, bien sûr, aux grenouilles. Les grenouilles sont des grands consommateurs d'insectes et de libellules. Elles les attrapent même en vol, avec leur langue gluante ou en sautant. Et dans l'air, eh bien, en fait, la même chose. Donc, tous les organismes volants, comme les oiseaux, mais surtout, de manière nocturne, vous avez les chauves-souris. Les chauves-souris sont vraiment des grands consommateurs d'insectes et de libellules. Alors, la nuit, vous allez me dire, les libellules, elles volent vraiment? Oui, plutôt au crépuscule, mais justement, les chauves-souris volent au crépuscule et à l'aube, où les libellules commencent à voler ou s'arrêtent de voler. Une dernière question, peut-être? Bonjour. Comment les libellules communiquent-elles entre elles? Bonne question. Effectivement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les libellules se servent de leur coloration, donc on appelle les patterns de couleurs pour communiquer, donc envoyer des signaux. Et également, alors il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas de communication chimique vraiment, parce que chez les insectes, vous avez plusieurs modes de communication. Vous avez le mode chimique, vous avez des vibrations, vous avez le son, qui est émis dans l'air, les vibrations qui sont émises par l'intermédiaire du support, une feuille d'arbre par exemple, une tige, et puis bien sûr la communication visuelle. Et effectivement, chez les libellules, on pense que la communication donc visuelle est la plus importante. Et en fait, on a aussi des pistes pour comment dire, les ailes. Vous voyez que les ailes ne sont pas toujours transparentes, elles ont des fois justement des taches, des fois elles sont colorées, des fois elles sont vraiment même une très jolie coloration métallique. Et en fait, elles se servent aussi de leurs ailes pour communiquer. Donc, en fait, l'ensemble des couleurs, que ce soit sur le corps ou que ce soit sur les ailes, permet de communiquer
à la fois donc au sein de la même espèce, je vous dis, pour donc faciliter le rapprochement entre les deux sexes, mâle-femelle, pour la reproduction, mais également les libellules sont des animaux qui sont très territoriaux. C'est-à-dire quand ils se sont installés quelque part, elles aiment bien justement patrouiller et garder un territoire pour pouvoir être sûres qu'il n'y aura pas trop de compétition entre elles, entre espèces. Et de ce fait, elles ont des confrontations, des fois dans l'air, justement, où elles se battent pour un territoire. Et là, elles utilisent justement leur couleur un peu flashy, un peu, et pour se montrer, pour dire, ah, ce territoire est déjà pris par un individu de telle espèce. Donc, congénère, passe ton chemin. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation. Merci. Et merci à vous, les élèves, et on vous attend sur l'Europe à la rame. Au revoir à tous.